Tout de suite, je laisse la parole à notre invité Martin Kopp, qui est donc doctorant en théologie protestante à l'Université de Strasbourg, qui est chargé de plaidoyer de la Fédération luthérienne mondiale pour la justice climatique. Et il va être au micro de Christian Delors, qui est président de Radio Alliance Plus à Nîmes, que vous pouvez écouter, que vous êtes en train d'écouter certainement sur le 103.1. Bonjour Christian, bonjour Martin. Bonjour Martin, merci d'être venu à ce micro de Notre Climat, votre radio, Notre Climat. Alors on l'a dit, vous êtes délégué de la Fédération luthérienne mondiale chargé de plaidoyer pour la justice climatique. Et il y a quelques années, on vous avait appelé le Martin l'indigné. C'était les dernières nouvelles d'Alsace, je crois, qui vous avez qualifié ainsi, parce qu'en 2012, vous avez trouvé que les églises ne bougeaient pas beaucoup et vous avez voulu faire bouger. Et effectivement, je crois que vous avez réussi à faire bouger, en tout cas, votre église, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Mais maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de la COP. Qu'est-ce que c'est que la COP? Rappelez-nous en quelques mots. Alors la COP, c'est un très mauvais nom pour la grande conférence climat qui se tient à Paris depuis le 30 novembre et jusqu'à la fin de cette semaine, théoriquement jusqu'à vendredi. Et ça vient de l'anglais, c'est Conference of the Parties, donc en français la conférence des parties, c'est-à-dire les parties signataires d'un accord qui date déjà de 1992, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Et selon les dispositions de cet accord, eh bien, l'ensemble des signataires se retrouvent chaque année pour les négociations et particulièrement pour mettre en œuvre l'action destinée à lutter contre le réchauffement climatique. Et la COP 21 est en fait la 21e des COP, c'est-à-dire que comme il y en a une chaque année, aujourd'hui c'est la 21e, et elle a pour objectif cette année de signer le premier traité universel légalement contraignant qui permette aux 196 parties de garder le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. Et pourquoi celle de cette année est-elle si particulière et importante? Est-ce qu'on n'aurait pas pu parvenir à la 15e ou à la 20e, mais pourquoi la 21e? On a déjà essayé en fait de signer ce traité en 2009 à Copenhague, c'était donc la COP 15, le chiffre que vous avez donné n'était pas comme ça sorti nulle part, et à Copenhague c'était un grand échec. Les gens à l'époque parlaient de Flopenhague en essayant de prendre un peu une distance humoristique, mais ça a été vraiment extrêmement difficile parce que les gens étaient arrivés avec beaucoup d'espoir. Ça a vraiment brisé le mouvement pour la justice climatique à l'époque. On réessaye plusieurs années après et il y avait besoin de ce temps parce qu'il fallait relancer les négociations, il fallait recréer une dynamique aussi dans les opinions publiques auprès des gouvernements. On s'était dit on réessaye en 2015 et la France a été élue hôte il y a 2 ans à Varsovie lors de la COP 19. C'est aujourd'hui Paris qui accueille cet événement. Alors, on parle de conférence des parties, vous l'avez dit, ce sont des États, je crois, qui sont près de 200 ou 196. 196 avec l'Union européenne. C'est ça. Et alors, mais vous êtes représentant d'une église. Les églises, donc, ont leur place dans ces négociations? Alors, même représentant d'une communion d'églises, puisque la Fédération luthérienne mondiale regroupe 145 églises dans 98 pays du monde et rassemble 72 millions de luthériens. Nous ne sommes pas les seuls. Le Conseil œcuménique des églises, qui est encore beaucoup plus grand que la FLM, est présent également. Acte Alliance, qui est grand partenaire à la fois du COE et de la FLM, basé aussi à Genève, travaille avec nous. Et on a en fait, pour le dire ainsi, et c'est pour ça que j'élargis, on a toute une délégation œcuménique protestante orthodoxe dans la COP. On est quasiment une centaine de personnes à être présents et à faire du travail dans différentes directions. De notre côté, notre originalité, c'est d'envoyer une délégation de jeunes adultes, puisque et tout à l'heure, vous aurez Pascal Kama à l'antenne, qui est le délégué qui représente la région Afrique pour la Fédération luthérienne mondiale. C'est-à-dire que tous les gens qui sont envoyés pour représenter les luthériens ont entre 18 et 30 ans, signifiant, bien sûr, la question du climat est une question de justice de façon large, et
pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que c'est une justice entre générations, question de justice intergénérationnelle, et c'est ce que nous voulons en particulier mettre en avant. Ce n'est pas un processus nouveau. Le Conseil œcuménique des Églises est à la COP depuis la première, la COP 1 en 1995 à Berlin. Le Conseil œcuménique des Églises a des textes sur le climat depuis les années 70 déjà. C'est vraiment un sujet qui, même si aujourd'hui on a plus de visibilité comme acteur religieux dans les médias, c'est un sujet dont on s'est emparé depuis bien plus longtemps que cela. Aujourd'hui, je dirais que les choses s'approfondissent et intéressent beaucoup plus que par le passé. Est-ce que d'autres religions ont aussi des délégations en dehors des protestants et des orthodoxes ? Alors, la nuance qu'il faut avoir, c'est qu'il y a d'autres acteurs religieux, sans qu'on puisse dire que ce soit les religions qui sont présentes. Puisque on a quand même une tradition relativement centralisatrice dans le christianisme, même si dans le protestantisme, on n'a pas un centralisme hiérarchisant comme dans l'Église catholique, on se rassemble quand même aux communions mondiales, etc. Ce n'est pas nécessairement le cas dans le bouddhisme, ce n'est pas le cas dans l'islam, ce n'est pas le cas dans l'hindouisme, mais il y a des acteurs d'autres religions. Pour citer juste un acteur hindou, il y a le Bhumi Project qui est présent. Pour citer un acteur bouddhiste, il y a le réseau des bouddhistes engagés qui est présent. Pour citer un acteur musulman, il y a le secours islamique, Islamic Relief Worldwide, qui est présent aussi. Et nous avons des moments à la fois de discussion interreligieuse, mais aussi d'action interreligieuse. Et en l'occurrence, je renvoie vers ce qui s'est passé le samedi 28 novembre. C'était à la veille de l'ouverture de la COP, où ensemble, plusieurs campagnes à la fois chrétiennes et interreligieuses ont remis 1,8 million de signatures de croyants à Christiana Figueres, qui est la responsable climat de l'ONU, ainsi qu'à Nicolas Hulot, qui était envoyé au nom du gouvernement français. Et il y avait eu avant, dans la basilique de Saint-Denis, un temps spirituel interreligieux. Et je termine sur l'initiative du Jeûne pour le climat, qui aussi rassemble des acteurs de différentes religions. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, avant d'avoir une dernière question et de retrouver Jacques Varret au téléphone qui nous donnera quelques explications sur la COP elle-même, je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler au 01 44 53 47 17 pour poser vos questions à notre invité, Martin Kopp, 01 44 53 47 17. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook avec votre radio, votre climat, ou Twitter, climat avec un C majuscule, climat radio avec un R majuscule, climat radio. Voilà. Encore une question avant de retrouver dans une petite minute, dans 2 minutes, Jacques Varret. Oui, encore une petite question. Vous êtes donc, vous participez à ces travaux de la COP. En quoi consiste votre action justement avec les jeunes que vous accompagnez ou qui vous accompagnent ? Alors je dirais qu'il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de faire du plaidoyer, c'est-à-dire de porter la voix des plus faibles et des plus vulnérables, de porter la voix de l'intérêt commun et en particulier sous l'angle de la question de la justice. Et donc on fait du plaidoyer à la fois direct et indirect. Direct, c'est-à-dire dans des rencontres bilatérales avec des gouvernements. Pour vous donner un exemple, le jour du Jeûne pour le climat, nous avons eu une rencontre avec un bloc de négociation qui s'appelle le G77 et la Chine, qui rassemble en fait 134 pays en voie de développement, 80% de l'humanité. Donc on a rencontré l'ambassadrice sud-africaine et le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale avec d'autres. On fait passer nos messages et on avait un délégué jeune qui a aussi pris la parole à ce moment-là. On a du plaidoyer indirect qui passe par des campagnes. Donc le jour du Jeûne pour le climat, on a jeûné dans la COP, on a tenu une petite action avec des tables, des assiettes vides et on a une grosse exposition médiatique. On avait les 3 plus grands agences médias, l'AFP, AP et Reuters qui étaient présentes et qui ont couvert l'événement. On fait aussi tout un travail de suivi des négociations en tant que telles, car si l'on veut s'exprimer comme Église et faire du plaidoyer tout au long de la COP, il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est. Et enfin, et ça notamment c'est quelque chose qu'on peut faire comme jeunes, c'est de la communication vers les fidèles, vers les membres de nos églises à l'extérieur, ce qui passe par des articles, des blogs, Facebook et Twitter que vous avez mentionnés aussi. On y reviendra tout à l'heure. Martin Kopp qui est en direct avec nous et on va voir avec Elsa si nous avons des questions. Elsa Vandeville qui, elle, travaille à Radio Albatros, donc sur le 94.3 au Havre. Bonjour Elsa. Oui, bonjour à tous. Donc des questions en effet. Alors la première vient de Oscar qui vient du Havre. Il se demande ce que peuvent faire les communautés chrétiennes
Et pourquoi sont-ils à la traîne sur le sujet ? C'est ce qu'ils semblent penser, en tout cas. Hein. Les communautés sont à la traîne. Pardon. Alors, moi, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Et l'idée principale, c'est de se mettre en route. Vous savez qu'il y a des pèlerins qui ont marché depuis plusieurs lieux en Europe jusque vers Paris pour la COP 21. Et beaucoup de gens disaient, en fait, c'est pas un pèlerinage vers Paris, c'est un pèlerinage à travers Paris. C'est-à-dire que la COP 21, c'est pas le bout du chemin. Au contraire, ça peut être un début pour nous et ça peut être un début pour nos communautés. L'idée, c'est tout simplement ce qu'on dit en anglais, c'est walk the talk, c'est marche, fais ce que tu dis. Et au niveau, alors communauté, ça dépend comment on le comprend, mais par exemple au niveau d'une paroisse, eh bien, on peut essayer d'aller vers une attitude de responsabilité écologique. Et là, nous n'avons pas été à la traîne du côté protestant. Peut-être en France, oui, mais pas ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de labels écologiques pour les paroisses qui existent. Ça existe en Allemagne, ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Écosse, ça existe en Scandinavie, ça existe ailleurs dans le monde. Par exemple, en Allemagne, ça s'appelle le Coq Vert. Donc, c'est un label avec tout un tas de critères et une démarche dans laquelle il faut rentrer comme paroisse pour obtenir ce label. En Écosse, il y en a 320 des paroisses qui sont éco-certifiées. Et ça tient à des choses, par exemple, parfois toutes bêtes. Je donne toujours l'exemple de Saint-Matthieu à Strasbourg, qui est rentré dans cette démarche-là, la paroisse de Saint-Matthieu, qui s'est rendu compte que, par exemple, la chorale répétait durant l'hiver dans l'église. Et qu'il chauffait l'église entièrement juste pour la répétition de la chorale et pas pour le culte en tant que tel. Eh bien, en rentrant dans cette démarche, en s'interrogeant sur ce qu'il pouvait faire, eh bien, à partir de maintenant, il répète ailleurs dans une petite salle. Donc, il chauffe beaucoup moins. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas eu de gros investissements, etc. Mais à la fois en termes d'émissions de carbone et puis financièrement dans le porte-monnaie de la paroisse, ça fait une grande différence. Ça, c'est pour vous donner un exemple concret. Évidemment, il faudrait prendre chapitre par chapitre, le chauffage, le presbytère, les réunions paroissiales, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, etc. Et on pourrait voir comment, à chaque endroit, on peut être très concrètement engagé comme paroisse. Et alors, vous parlez de chauffage dans une église. Alors, la COP 21 a lieu à Noël. Donc, quand on se trouve à Paris, il y a quand même pas mal de décorations de Noël, justement. Vous en pensez quoi de ça, justement ? Les décorations de Noël ? Oui. Voilà, la consommation, finalement. Oui, la consommation. Bon, alors, le grand défi que nous avons, et c'est ce qu'on espère qu'on aura dans l'accord, c'est celui de se donner un objectif de long terme. L'objectif de long terme pour lequel nous plaidons en tant qu'Église, c'est une décarbonisation de l'économie d'ici le mi-21e siècle. La décarbonisation, ça veut dire changer entièrement de système énergétique et d'aller vers 100% d'énergie renouvelable d'ici la mi-21e siècle. Et vous y croyez vraiment ? Et pour faire cela, la première étape, et c'est comme ça que je réponds à cette question, la première étape, c'est la sobriété. Ensuite, vous avez l'efficacité énergétique. Ensuite, vous avez les renouvelables. Mais avec une demande énergétique qui continue croissante, vous ne répondez pas à la demande avec simplement du renouvelable. Mais si la première étape, c'est la décroissance de la consommation, et c'est d'ailleurs ce que la France a inscrit dans sa loi de transition énergétique, vu que son premier objectif, c'est de diviser par 2 la consommation finale d'énergie. Si vous avez ça comme premier pas, c'est possible. Et il faut dire, alors là, il faut regarder très concrètement dans le détail qu'est-ce qui consomme quoi, mais c'est pas toujours le fait qu'on ait plus d'ordinateurs ou des choses comme ça dans un foyer, par exemple, et dans une ville, les décos de Noël, je sais pas combien ça compte, mais... Après, il paraît que même les emails ont une empreinte carbone, oui, alors finalement. Tout a une empreinte. Mais par exemple, dans le foyer français moyen, 70% de la dépense énergétique du foyer, c'est le chauffage. C'est pas l'ordinateur, c'est le chauffage. Donc l'isolation et donc la consommation qui est liée à ça, c'est le premier poste sur lequel on peut faire des énergies et des économies d'énergie. Et en fait, avoir un changement très concret, ça, là, simplement en touchant à la structure, à ce qu'il y a autour de nous. Donc, les 4x4 d'Obama, c'est, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Alors, les 4x4, c'est encore autre chose. Non. Non, mais quand on parle d'économie au quotidien, quand on voit les chefs d'État du monde entier qui se réunissent, finalement, ils ne respectent pas du tout ça. Pour moi, c'est un complètement faux débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on doit avoir un accord mondial qui rassemble 196 pays, évidemment qu'il faut mettre les gens dans la même pièce et donc évidemment que les gens qui viennent d'Afrique ou des États-Unis doivent prendre l'avion pour venir. Mais ça n'a rien à voir en termes d'impact
en termes d'impact carbone par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale. Il faut qu'on se retrouve, on se retrouve à Paris, et c'est comme ça. Le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on organise une transition énergétique à l'échelle mondiale. Dans nos pays à nous, on a les moyens de le faire, c'est juste une question politique. La grande question, et Jacques Varret l'a souligné dans son intervention, c'est comment est-ce qu'on aide aussi les pays en voie de développement, qui sont pour certains d'entre eux devenus les premiers émetteurs mondiaux. Il faut quand même rappeler que le premier émetteur mondial aujourd'hui, c'est la Chine. Et derrière, vous avez les États-Unis, l'Union européenne, mais ensuite vous avez les BRIC, les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, qui sont devenus des émetteurs majeurs et qui ont quand même des capacités financières majeures aussi. Il ne va pas me dire que la Chine n'a pas d'argent. D'ailleurs, la Chine contribue. Ils ont annoncé 3,1 milliards de financement sud-sud sur le climat, donc ça bouge. Le défi, c'est pour les pays en voie de développement de sauter la case énergie fossile, de passer directement à de l'énergie renouvelable décentralisée qui appartient aux gens, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre en œuvre eux-mêmes, mais pour ça, ils ont besoin d'une aide financière, ils ont besoin d'une aide technologique, ils ont besoin de transfert de compétences. Ces 3 éléments, c'est ce qu'on appelle les moyens de mise en œuvre dans l'accord, et c'est un des points clés de négociation à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez cité un exemple dans une église d'Alsace à propos de cette chorale qui a changé de lieu de répétition? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience au niveau des organismes de direction d'église et quelles actions elles peuvent justement entreprendre pour vis-à-vis des pays en voie de développement ou bien même ici en France en dehors de cette expérience un peu ponctuelle? Alors il y a une prise de conscience, et en particulier en France. En France, il faut qu'on le reconnaisse aussi de façon honnête. On a 25 ans de retard sur nos voisins européens. Je vous donnais l'exemple de l'Allemagne qui a un label de certification écologique pour les paroisses et qui en a déjà des dizaines ou même des centaines qui sont certifiées. Nous, c'est la première fois qu'on y va, mais l'intéressant, c'est de ne pas voir où en est la roue, c'est de voir si la roue, elle tourne. Et la roue, elle tourne. Et je pense qu'il y a effectivement une sensibilisation aujourd'hui aussi au niveau des directions d'église. Il n'y a qu'à voir le travail remarquable qu'a fait la Fédération protestante de France avec des textes de plaidoyer, avec aussi au sein de la conférence des responsables de culte en France, un plaidoyer remis à François Hollande, Nicolas Hulot et Ségolène Royal le 1er juillet dernier. Maintenant, le défi, on est déjà un peu en avance sur la fin de la COP, mais tout de même, le défi, c'est est-ce qu'au 1er janvier 2016, la COP étant derrière nous, on continue à s'engager et on approfondit notre engagement et on le traduit concrètement, ou est-ce que ça aura été entre guillemets un one-shot, c'est-à-dire pour la COP? Moi, j'espère que c'est la première option qui sera mise en œuvre. Et là, j'ai envie de lancer un petit défi, c'est dire est-ce qu'on est capable, par exemple, de mettre des ressources humaines sur ces questions? Parce que ça ne volera pas comme engagement simplement avec des bénévoles, mais ça pourrait être un ministère spécialisé pour des pasteurs. Voilà, merci beaucoup Martin Kopp pour tous ces éclairages et toutes ces réflexions. Merci Elsa, merci Christian aussi pour les questions que vous avez posées.